Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape de la Vuelta Fémina. La Vuelta féminine. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui sur cette étape. C'était plutôt calme sur les 106 km de cette deuxième journée qui était assez plate. On va pas se mentir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté des filles, si vous avez regardé l'étape, si vous avez été surpris par certaines choses du côté du cyclisme féminin, n'hésitez pas à le dire également. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, d'autres disciplines également à venir. Formule 1, moto, et puis le Giro aussi. Donc, comme ça, vous ne ratez rien, surtout si vous mettez toutes les notifications avec la petite cloche. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez mettre un super thanks. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller voir EPS 2.0. C'est sur TikTok. C'est pas du tout sur TikTok, pardon. C'est sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Google également du côté de ce podcast, et puis vous pouvez aller voir également TikTok. En ce moment c'est calme parce que je fais pas le débrief de la Vuelta féminine sur TikTok. Je le fais directement en vidéo YouTube, mais il y aura du contenu sur TikTok, notamment avec le futur Giro et pendant le Giro bien entendu. On commence tout de suite avec cette étape numéro 2, c'était entre Orihuela et Pilar de la Horadada, 105 km 800, donc 106 km, 659 mètres de dénivelé positif, donc c'était pas énorme. Même si avec 106 km, il y avait une petite bosse à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée qui a permis à Jadeville de prendre les points de la montagne et de prendre ce maillot pour cette première étape. Et puis sinon, ça a été assez calme. Il y a eu une échappée, notamment avec Coralie Demey du côté de la Saint-Michel-Aubert 93. Cette échappée a été reprise assez tôt dans l'étape, vraiment à 20, 25 bornes, 30 bornes de l'arrivée, il y avait déjà plus d'échappées, ou elle n'était déjà plus que deux au final. Et puis ensuite, il y a eu des accélérations lors du sprint intermédiaire, du classement de la montagne. Sprint intermédiaire, c'était Rejane Marcus et Femke Marcus. Mais ça n'a pas vraiment permis de faire des différences notables. Donc voilà, ensuite derrière ça a été plutôt très calme sur cette étape où on s'est dirigé vers un sprint final qui a été remporté par Charlotte Kohl, qui a profité d'une petite erreur d'inattention de Marianne Vos, qui est bien dommage sur cette étape. Coralie Demey a été notamment avec Blanco Iuriani de la Laboral Cuccia Foundation Euskadi. On commence tout de suite avec cette vidéo, les organisateurs. Pourquoi j'ai envie de parler des organisateurs? Parce qu'il y a quand même eu deux soucis en ce début de Vuelta. Alors le premier souci, c'est sur l'étape du jour. Je trouve qu'en termes d'organisation, il y avait un vrai problème, c'est avec le sprint intermédiaire, le classement de la montagne. On ne savait pas où il se trouvait. Mais vraiment, la ligne blanche, je sais pas, il n'y avait pas de promo sur les peintures sur la route parce qu'on ne savait pas où était le sprint intermédiaire. Mais vraiment, en plus, le réalisateur a eu la bonne idée pour le classement de la montagne, notamment d'utiliser des images d'hélicoptères. Images d'hélicoptères quand c'est en pleine forêt avec des arbres. C'est pour l'idée du siècle. Et du côté du sprint intermédiaire, on ne voyait pas où était la ligne blanche. Donc ça déjà en termes d'organisation pour la télévision, c'est quand même l'organisateur de se soucier un petit peu de certaines informations pour les coureuses, mais également pour le grand public. Là, c'était donc incompréhensible. On ne voit pas ça sur la Vuelta masculine. Donc ça serait bien qu'on ait la même qualité d'organisation chez les filles que chez les garçons. Et puis l'affaire autour de ZAF Racing, ZAF Cycling, je ne sais plus comment s'appelait l'équipe,
Donc équipe qui était en deuxième division, qui est donc le Continental, la deuxième division. En fait, la deuxième division n'existe pas techniquement en cyclisme, c'est-à-dire que vous avez le Continental et le World Tour, il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux va même arriver dans quelques temps où il y aura des pro teams, et ça va être très important parce que ça va vraiment permettre d'aider le cyclisme professionnel aujourd'hui, où il y a une vraie différence entre ces équipes continentales qui n'ont pas énormément de moyens parce qu'elles ne touchent pas beaucoup d'argent, et les équipes World Tour. ZAF Cycling, pour ceux qui ne sauraient pas, c'était l'équipe d'Audrey Cordon-Rago, c'était l'équipe également de d'autres concurrentes. La fédération espagnole, donc il faut savoir que ces concurrentes-là n'ont pas été payées pour la plupart, que la situation était même très critique, ça a l'air d'être, bon, pas top encore, mais surtout qu'en fait il n'y a plus assez de concurrentes, notamment pour former une équipe. Il semblerait qu'elle ne soit plus que 7. Or, il faut un minimum de 8 pour avoir une équipe en UCI professionnelle féminine. Donc, Audrey Cordon-Rago, ça a été la première à partir, mais il y en a quelques-unes qui ont suivi. Et d'autres concurrentes de cette équipe ont trouvé refuge dans des formations qui voulaient les mettre sur cette Vuelta. Ce qui n'est pas le cas de Audrey Cordon-Rago, vu que Human Powered Health n'est pas invité sur cette épreuve. Et le problème, c'est qu'on leur a interdit de participer. La fédération espagnole, qui gère cette Vuelta, leur a interdit de participer à la course. C'est-à-dire que je ne vois pas déjà pour quelle raison on leur a interdit de prendre la course, parce que pour moi, la seule raison qui devrait permettre à un organisateur d'interdire à un concurrent de prendre la course, c'est s'il y a vraiment des risques en termes de dopage ou en termes de sécurité pour les concurrents, ce qui n'est pas le cas de ces concurrentes, mais surtout, elles ont fait exprès de ne pas être payées. C'est-à-dire que c'est une erreur de la fédération espagnole, quand même, d'avoir permis à ZAF d'être cycliste professionnel, de ne pas avoir vérifié que cette équipe-là n'avait en fait pas de budget, que cette équipe-là n'était basée sur rien. Si la fédération espagnole avait fait son job, il n'y aurait pas eu ZAF Cycling. Ce qui fait que ces filles-là n'auraient pas été dans une équipe qui ne les a pas payées. Ces filles-là n'ont pas été payées depuis 4 mois. Voilà. Donc il faut bien se mettre ça en tête. Et donc je trouve ça assez terrible de la part de la fédération espagnole de n'avoir aucune compassion envers ces filles qui sont des victimes d'un système au niveau du cyclisme féminin qui n'est encore pas suffisamment sérieux. Et j'espère que l'affaire ZAF va permettre dans les années à venir d'avoir des instances beaucoup plus sérieuses quant au choix des équipes professionnelles et le fait de passer d'une équipe amateur à une équipe professionnelle, parce qu'on voit beaucoup trop d'équipes continentales féminines s'arrêter au bout d'un an, s'arrêter au bout de 6 mois, ne pas avoir de budget ou avoir des budgets rikiki, des filles qui sont mal payées voire pas payées du tout. Et de toute manière, même dans les équipes continentales où ça marche bien, j'ai envie de dire qu'il y a encore des soucis de financement, mais regardez Saint-Michel Mavic Aubert 93, ça c'est un bon exemple. C'est une équipe qui fait du bon boulot en deuxième division. Puis regardez d'autres formations, notamment hier je regardais le contre-la-montre par équipe, je ne sais pas si ça vous a marqué, mais il y avait des équipes, chaque fille avait un vélo d'une marque différente. Ben ça veut dire que le vélo il n'est pas fourni par l'équipe. Ça veut dire voilà, que le vélo de chrono il n'est pas fourni par l'équipe. Et j'en ai vu 2 ou 3 équipes espagnoles notamment où les vélos étaient de marques différentes. T'avais un vélo Factor, un vélo Specialized, un vélo Trek, c'était la fête du slip. Ce serait bien qu'on oblige quand même certaines choses du côté du cyclisme féminin, parce que c'est aussi ça qui fait penser aux gens que c'est du cyclisme amateur, alors que non, c'est du cyclisme professionnel, mais le problème c'est que l'organisation, elle, est encore amateur, et notamment cette réaction de la part de la fédération espagnole. On regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureuses au top, je commence avec la vainqueur du jour, Charlotte Kohl de la DSM. C'est l'une des plus jeunes vainqueurs de l'histoire de la Vuelta féminine. Il n'y a eu que 9 éditions. Et là, c'est la première édition avec ce format-là. Mais ça montre bien que c'est encore une course assez récente. La Vuelta féminine, mais à 23 ans et 9 ans et 9 mois, je crois, pour Charlotte Kohl, c'est vraiment une belle performance
qu'elle a réussi à faire. Bon, avant, c'était la poisson pilote de Lorena Vibus, donc c'est quand même une fille qui sait vraiment faire du bon boulot, et qui sait vraiment lancer les sprints à la perfection. Mais parfois, c'est pas toujours facile pour un poisson pilote de devenir sprinter numéro 1. Le cas Mark Renshaw qui était un énorme poisson pilote pour Cavendish. Alors, il était parfois un petit peu musclé, on se souvient de ses coups de boule, mais en dehors de ses coups de boule, il a fait un énorme travail pour Cavendish dans ses premières années notamment. Et Mark Renshaw avait réussi à être transféré à la Rabobank, à l'époque où ça s'appelait encore la Rabobank, ça devait être 2012, un truc comme ça, 2011-2012, et Mark Renshaw à la Rabobank, ça a été, et Blanco après derrière, ça a été un échec complet. C'est-à-dire qu'en sprinter numéro 1, il ne s'en était pas du tout sorti. Il y a eu d'autres coureurs comme ça, où en tant que sprinter 1, ils s'en sortent pas parce que trop de pression sur les épaules, parce que parfois ce sont des sprinters longs, et c'est des sprinters qui ont peut-être un peu moins de puissance que les purs sprinters. Donc c'est très compliqué parfois pour les poissons pilotes. Un bon poisson pilote n'est pas forcément un bon sprinter numéro 1. Et inversement, un bon sprinter numéro 1 n'est pas forcément un bon poisson pilote. Demandez à Hodge, je sais jamais comment on doit le dire, notamment, ou d'autres qui se sont retrouvés dans cette situation-là, mais qui lançaient extrêmement mal les sprints. Et du côté de Charlotte Cole, là, elle s'en est très très bien sortie. Mais c'est pas sa première victoire depuis le début de saison à Charlotte Cole. C'est vraiment une fille qui a eu des très très bons résultats depuis le début de saison, depuis qu'elle est leader. Voilà, c'était sur l'UAE Tour et elle remporte 2 étapes. Et puis deuxième du Grand Prix de l'Escaut également pour Charlotte Cole, donc en 11 jours de course. C'est déjà sa 3e victoire. Donc c'est plutôt très satisfaisant pour cette fille. Et elle fait vraiment du très très bon travail. Et encore une fois, 23 ans seulement. 2e année à la DSM. Aussi, donc elle a vraiment maintenant pris ses marques. Puis l'année dernière, elle avait déjà fait un gros boulot pour Demi Vollering. Si Demi Vollering avait autant gagné, c'est aussi grâce à Charlotte Cole. C'est des jeunes filles qui a 7 victoires dans sa carrière. Donc c'est vraiment une fille qui... Et puis l'année dernière, sur le Tour d'Italie féminin, elle avait pris 2 deuxièmes places aussi. Donc c'est une fille qui fait vraiment du bon boulot. Jusqu'à maintenant, elle sait rouler, elle sait vraiment bien sprinter, et ça sera peut-être l'adversaire numéro 1 de Lorena Vibus à l'avenir dans les futures courses. Et puis en plus, la DSM a fait un bon boulot aussi, très bien organisé. Je continue avec Chloé Digart. Chloé Digart, j'ai regardé un petit peu parce que c'est depuis longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Chloé Digart, belle perf déjà dans le final parce qu'elle a attaqué 2 fois. C'est-à-dire que Chloé Digart, elle attaque pour tenter un coup dans la montée, donc c'est-à-dire à 20 km de l'arrivée, 25 km de l'arrivée, elle attaque. Donc déjà première attaque, ça veut dire un effort important. Et puis elle a fait un gros effort dans le final. Voilà, elle tente de sortir à 500 mètres de l'arrivée, un peu comme un Rémi Cavagna. Elle surprend tout le monde. Bon, ça n'a pas suffi, elle prend quand même la 3e place aujourd'hui du sprint. Ça fait du bien de l'avoir à ce niveau-là parce que Chloé Digart, j'ai regardé depuis 2019. Donc pas quelque chose de déconnant. Depuis 2019, donc son titre de championne du monde du contre-la-montre, si on va par là, le 24 septembre 2019, elle n'a jamais enchaîné plus de 2 jours de course d'affilée. 2020, abandon sur le contre-la-montre en Italie. 2021, 3 jours de course seulement, dont le titre de championne des États-Unis. 2022, 1 jour de course répertorié, c'est le Het Nieuwsblad. C'est-à-dire qu'en 4 ans, elle a dû enchaîner 4-5 jours de course. Là, c'est sa reprise, la Vuelta féminine. C'est-à-dire c'est son premier jour de course à 26 ans. Et c'est terrible parce que c'est une fille, Chloé Digart, pétrie de talent, championne du monde en 2019, qui gagne tout aux États-Unis. Vraiment, c'est une fille qui a fait vraiment des grosses performances aux États-Unis. Grosse chute en 2020 et ça a mis un énorme coup d'arrêt à sa carrière. Faut savoir qu'elle est chez Canyon depuis 2021. Ça fait quand même, donc c'est sa 3e saison chez Canyon,
où elle a couru 4 jours de course, 5 jours de course chez Canyon, donc c'est vraiment très très peu. Et donc là, elle retrouve vraiment des sensations, et c'est la première fois qu'elle enchaîne 2 jours de course. Donc c'est vraiment... on parle d'Egan Bernal chez les garçons, mais Chloé Digert, c'est un peu pareil. C'est une fille pétrie de talent qui est un grand gabarit, 1m76, 66 kg, mais qui a eu vraiment des périodes très compliquées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de la revoir déjà dans un peloton, c'est bien, c'est très bien, mais en plus de la revoir à un bon niveau de performance, c'est encore mieux. Et c'est très rassurant pour la suite. Alors, elle va peut-être avoir du mal à finir cette Vuelta, mais c'est très rassurant pour elle. Et puis, ça veut dire que autour de Neviadoma, Nevia Doma ne sera pas seule sur cette épreuve. Et puis, je termine avec Alba Teruel, qui a fait une belle course, alors de la Laboral Cucha Fondación Euskadi. C'est une fille qui a passé 4 ans à la Movistar entre 2018 et 2021. L'année dernière, elle était chez Biscaya Durango. Cette année, elle a rejoint la Fondación Euskadi. Et c'est une fille qui a plutôt eu des bons résultats, deuxième du Grand Premio Cidade de Pontevedra, qui est une épreuve nationale, troisième à Villa Quilambre, neuvième de la dernière étape du Tour de Normandie féminin, donc ça c'était également des bons résultats, et qui a déjà eu des résultats également sur la Vuelta. Elle avait pris la 10e place en 2017, quatrième d'une étape du Tour de Burgos en 2019 également, 6e d'une étape du Tour cycliste féminin international de l'Ardèche également dans sa carrière. Et c'est bien pour les équipes continentales de se montrer, pour les équipes espagnoles de montrer, de faire des résultats. Elle en plus, elle prend la 2e place au niveau du classement de la montagne. Derrière, elle fait le sprint quand même à l'arrivée, elle prend une belle 6e place. C'est un bon résultat pour cette fille qui a 26 ans aussi, petit gabarit, 1m64, 56 kg, donc plutôt un gabarit de puncheuse sprinteuse. Mais vraiment, c'est un très très bon résultat pour elle. Et c'est important pour ces équipes-là espagnoles de se montrer, parce qu'il faut trouver des financements. C'est pas toujours facile. Alors là, vous avez la Fondation Euskadi, mais c'est pas toujours facile de trouver des financements pour les équipes et d'avoir un budget qui tient la route. Et donc pour ces équipes continentales, se montrer, c'est important. Et là aujourd'hui, elle fait vraiment un bon résultat. Alors que bon, du côté de la Movistar, ça avait été plutôt assez compliqué pour cette fille qui n'avait pas réussi de grands résultats, avait souvent un rôle d'équipière. Mais même en tant qu'équipière, c'était pas vraiment satisfaisant, et donc elle avait été un peu dégagée de la Movistar au bout de 4 ans. C'est vraiment la première année où ça s'était bien passé du côté de la Movistar. Après, derrière, ça avait été plus compliqué sur la suite de sa carrière, alors que c'était une jeune fille qui, dans ses premières années, était un petit peu prometteuse dans le cyclisme espagnol. Donc c'est bien de revenir aux avant-postes, et puis c'est bien de se montrer, et puis peut-être que ça va donner des idées à certaines équipes de World Tour, de lui donner sa chance, parce que elle a seulement 1 an de contrat, donc elle est en fin de contrat, en fin de saison, et c'est vrai que c'est toujours compliqué quand vous avez fait World Tour de repartir en continental, encore plus dans le cyclisme féminin. Donc on va voir ce que ça va donner pour cette jeune femme dans les années à venir. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Et bonnet d'âne, le premier bonnet d'âne, c'est Marianne Vos. Là, c'est un peu l'erreur du siècle aujourd'hui du côté de Marianne Vos, c'est-à-dire que je rappelle, Marianne Vos, c'est quasiment 20 ans de carrière. Première saison 2006, ça fait... elle a une énorme carrière, 35 ans. Elle a gagné beaucoup de choses dans sa carrière. 5 flèches wallonnes, 3 fois championne du monde, 4 fois Alfredo Binda, 3 fois le Ronde van Drenthe, 3 fois le Tour de Scandinavie, 32 étapes sur le Tour d'Italie féminin, des étapes également sur le Tour de France, championne olympique en 2012 sur la course sur route, en cyclocross, et 8 fois championne du monde aussi. 5 fois elle a remporté la Coupe du Monde de cyclocross, donc c'est quand même un palmarès qui est juste impressionnant. Et là, elle fait une erreur de débutant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle dépasse Chloé Digert, et on a l'impression qu'elle arrête son sprint.
Alors qu'on dit toujours, mais tant que la ligne n'est pas franchie, c'est pas gagné. Et là, elle arrête son sprint et forcément, enfin, elle regarde un peu derrière. Je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'elle arrête quasiment son sprint. Et là, derrière, pas Chloé Digert, mais Charlotte Cole, bah, elle déborde et elle passe très facilement. Alors que bah, je pense qu'elle avait la gagne dans les jambes, hein, Marianne Vos. Et puis c'est terrible parce que tu as ton équipe qui a contrôlé pendant toute la journée. Et faire une erreur comme ça quand t'as 35 ans, quand t'as une carrière aussi longue, et faire une erreur aussi bête aujourd'hui, parce que c'est une erreur bête, c'est quand même terrible pour Marianne Vos. Donc je pense que ça va lui trotter pas mal dans la tête dans les jours à venir. Ça va pas faire du bien, vraiment, parce que là elle est passée vraiment à côté. Enfin là c'est une grosse erreur de sa part. De faire ce genre de choses. Normalement, tu peux pas faire une erreur comme ça, quoi. C'est juste pas possible de faire une erreur de ce type-là dans une course pareille. Donc, tu peux pas te planter à ce point-là. Et surtout, on est voilà, sur une épreuve Vente Tour. Et là, enfin, je sais pas ce qu'elle a fait, quoi. Vraiment, elle a complètement raté son sprint. Et ça, c'est quand même un peu triste pour cette fille qui a encore une fois 35 ans, quasiment 20 ans de carrière. Enfin, se planter autant, c'est un peu triste. Et on espère que ça va pas se reproduire, hein, parce que demain, il y a une étape et ça serait bien d'aller la chercher. Parce que je sais même pas si elle a des étapes sur la Vuelta féminine, Marianne Vos. Je suis pas si sûr que ça. On poursuit du côté de la Vuelta féminine avec Silvia Persico. Mauvais début de course pour Silvia Persico. Hier, elle perd 41 secondes dans le contre-la-montre par équipe avec UAE. C'est l'équipe qui s'en sort le moins bien. UAE, c'est derrière la FDJ, c'est derrière la DSM même de Juliette Labousse. Et pourtant, la DSM fait pas un chrono fantastique. C'est donc déjà 40 secondes de perdu. C'est déjà 30 secondes de perdu. Par rapport à une demi-Vollering, par rapport à une Van Vleuten aussi. Donc c'est quand même un début de course où sur un parcours comme ça de 14 km, se prendre 30 secondes dans la tête, ça fait déjà mal. Et puis là, elle chute. Elle fait partie des concurrentes qui ont chuté à 37 km de l'arrivée, comme Juliette Labousse aussi. Et je le dis toujours, mais une chute n'est jamais anodine, surtout une chute comme ça en début de course. En plus, là, c'est tombé, je dirais, dans les 20 premières positions du peloton. Même si on était dans un endroit où ça n'allait pas très très vite. Et on voyait au niveau du cuissard, elle était très écorchée. Ça, c'est pas bon non plus parce que ça veut dire qu'on a des dermabrasions. Ça veut dire qu'avec les couvertures dans le lit, ça risque de faire des mauvaises nuits. Et sur une course d'une semaine, on a besoin de dormir correctement. On a besoin d'avoir du temps de récupération. Donc si on ne peut pas dormir correctement, ça peut devenir très vite problématique. Et là, c'est vrai que c'est vraiment pas l'idéal pour elle parce que ça a été vraiment une journée, un début de course pour le moment qui est vraiment pas top. Et c'est dommage de perdre de l'énergie comme ça. Elle est obligée de revenir dans le peloton avec des chutes, des blessures qui vont te pomper de l'énergie forcément. Alors que c'est quand même un début de Vuelta qui est plutôt extrêmement calme. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même attendre jeudi pour avoir peut-être un peu plus d'animation et encore. Donc il y avait vraiment de quoi faire un début de course plutôt tranquille. Et là, bah, c'est quand même un petit peu pas top pour elle. Donc Silvia Persico, mais Juliette Labousse aussi. Mais début de course qui n'est pas fantastique. Et puis je termine avec Clara Copponi. Un peu déçu par le sprint de Copponi. La FDJ Suez qui était plutôt pas mal à 5 km de l'arrivée. Vraiment, l'équipe faisait du bon boulot. C'était bien en place. Ça faisait pas vraiment d'erreur du côté de la FDJ Suez. Et puis elles se font enfermer après 3 km de l'arrivée. Voilà, 2,7, 2,8. Comme c'était en faux plat descendant, on arrivait quand même assez vite sur la ligne droite d'arrivée. Et là, elles se font complètement enfermer. Et ce qui fait que Copponi, elle lance son sprint extrêmement tard. Et elle ne peut pas faire un bon sprint en le lançant comme ça, en perdant pas mal d'énergie dans le peloton et dans le groupe de leaders pour lancer son sprint. Je pense qu'on a été trop tôt devant, qu'on a peut-être fait des efforts inutiles. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin que Jetteville prenne les points au niveau du classement de la montagne?
Bon, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre un autre moment? Enfin voilà, je trouve que c'était. On a 2 leaders dans cette équipe, 3 leaders. Je dirais qu'il y a Copponi, musique et on ne sait pas trop ce que ça va donner Marta Cavalli. On n'a pas besoin d'aller chercher les classements annexes quoi, dans cette formation. C'est-à-dire qu'on se concentre tout d'abord, je dirais, sur le rôle de protection de leader. Et là, Copponi, je trouve que dans le final, elle est pas assez bien entourée et il lui manque du monde. Il lui manque peut-être également de Gladys Verhulst, vraiment pour bien lancer son sprint. Et ça fait une 10e place, alors que Clara Copponi, elle avait les moyens, je pense, vu l'adversité qu'il y a dans cette course, de faire peut-être un top 5, d'être au niveau de Barbieri. Et ça, c'est un petit peu dommageable pour la Française qui a fait 2e de la première étape du Tour de Nander, 8e de Gand-Wevelgem, 9e de la Schwalbe classique. Et là, ouais, ça a été compliqué pour la Française qui a déjà 2 victoires dans sa carrière. Une étape du Women's Tour, c'était en 2022. Et la Coralie Fourmi féminine également en 2022. Mais là, ouais, on aurait la Coralie, pardon, Fourmi féminine. Mais là, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Manque d'organisation du côté de la FDJ Suez, trop tôt devant. Et ça leur a coûté un petit peu cher, je trouve, aujourd'hui. C'est dommage pour Clara Copponi, qui est une excellente sprinteuse. Et on regarde tout de suite l'étape de demain. Étape 3 pour cette journée de mercredi. Une étape 3 qui ressemble en fait énormément à l'étape d'aujourd'hui, à part qu'on a 50 km en plus. Entre Elche de la Sierra et la Rosa, 158 km. Aujourd'hui, c'était 106. Pas de classement de la montagne sur cette étape, un sprint intermédiaire qui sera assez proche de l'arrivée, on sera à 22 km de l'arrivée pour le sprint intermédiaire. Début de journée en descente, ensuite une longue montée mais avec des très faibles pourcentages qui va nous emmener à 800 mètres d'altitude du côté de Nava de Abarreio, Campilo de la Vergen et Lynn également. Une légère descente, alors très légère, qui va emmener vers Albacete, puis ensuite de Albacete à la Rosa, c'est vraiment tout plat. Donc sur les 60 derniers kilomètres, donc ça sera très dur de sortir pour les échapper dans le final. Là, il n'y a vraiment pas de difficulté pour faire la différence. Il faudra faire attention avec le sprint intermédiaire. Est-ce qu'on joue le sprint intermédiaire à la fois le sprint à l'arrivée ou est-ce qu'on se concentre sur le sprint à l'arrivée? Dans ce genre de cas, il faut vraiment y réfléchir parce que faire 2 sprints en 22 km, c'est pas forcément facile de récupérer entre les 2 sprints. Donc est-ce que le sprint intermédiaire à Barax, ça sera pas un sprint entre leaders pour tenter de récupérer un peu de temps pour certaines concurrentes qui ont peut-être perdu du temps sur les 2 premiers jours de course. 158 km, c'est pas non plus une distance infaisable pour ces filles. Et puis encore une fois, avec assez peu de dénivelé, je crois qu'on est à 700 mètres de dénivelé, donc c'est assez faible. Donc on devrait retrouver les mêmes, Cole, Barbieri, Copponi du côté des Françaises, Simone Boilard peut-être un peu mieux classée sur cette étape-là. Et bien on se retrouve demain pour faire le débrief de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, mettez la petite cloche vraiment pour les notifications parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos entre départs fictifs, également la présentation de la première étape du Giro, mais il va y avoir aussi dans les jours à venir la présentation des sprinteurs et des grimpeurs de ce futur Giro. Donc voilà, il y a pas mal de choses dont on va parler dans les prochains jours. Et ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour de nouvelles aventures. À la prochaine sur l'Amérique Production. Ciao ciao.